Merci beaucoup d'abord à l'Institut nordique du Québec de nous donner l'occasion de présenter notre projet Miranor. Euh, le Miranor, c'était dans un projet qui a commencé d'abord avec un financement qui vient d'une amende historique dont avait écopé une mine, la mine de minerai de fer du lac Bloom à Fermont. Les millions de dollars qui ont été imposés en amende ont été largement déposés dans un fonds, le Fonds pour dommages à l'environnement, d'Environnement et Changement climatique Canada, qui a permis de financer 4 projets, dont Miranor. Donc, notre projet s'intitule donc Vers la restauration et la protection des habitats du poisson affectés par l'activité minière en milieu nordique. Donc, notre équipe est composée de chercheurs et d'étudiants de l'INRS à Québec et d'Émilie René-Nolin, qui est la coordonnatrice. Notre projet se déroule en étroite collaboration avec les communautés autochtones nordiques des secteurs qu'on étudie et dans la mesure du possible aussi avec la collaboration de l'industrie minière, tout ça ayant comme objectif le développement minier nordique responsable. Les communautés qui travaillent avec nous dans le projet sont d'abord la communauté Innu de Fermont et de Matimekouche-Lac-John, près de Shefferville, la nation Naskapi de Kawawa-Shikamak, et aussi les communautés inuites de Salouit, où on a des communications en cours actuellement, Tasiujak, aussi Kanjik, Sualujak et Kuujjuaq aussi. Ce sont les communautés avec lesquelles nous avons développé des collaborations pour notre projet en cours. Miranor comporte 3 axes. Un axe de recherche, c'est celui dont on va vous parler brièvement aujourd'hui. Un axe de restauration et protection et un axe de sensibilisation et éducation. Les 4 projets dont on va vous parler aujourd'hui sont l'écotoxicologie, les projets sur les infrastructures, donc spécifiquement les ponceaux en milieu minier, les changements climatiques et les eaux souterraines. Donc, Miranor, en bref, qu'est-ce que c'est? Les activités de Miranor se déroulent dans le nord du Québec, qui est la partie blanche sur la carte, où vivent de nombreuses communautés autochtones qui sont représentées par des points bleus. Il s'intéresse aux poissons et à son habitat dans les secteurs où on retrouve des activités minières passées, présentes et en développement. Notre projet examine les effets de la contamination minière sur le poisson et son habitat. Le développement minier implique l'installation de ponceaux qui peuvent modifier l'habitat du poisson. Miranor examine aussi les eaux souterraines et le risque de contamination des eaux souterraines par l'activité minière qui, à son tour, peut aussi affecter le poisson et son habitat. Enfin, les enjeux climatiques sont un enjeu majeur pour le nord du Québec. Les changements climatiques sont un enjeu majeur. Donc, Miranor examine comment les changements climatiques peuvent affecter le débit et la température des eaux souterraines. Les changements climatiques aussi ils ont un impact sur le débit et la température et même la stabilité des ponceaux en milieu minier. Et bien sûr, un impact majeur sur les poissons nordiques qui sont adaptés depuis des millénaires à un milieu froid. Donc, Miranor examine l'influence actuelle et les interactions de tous ces facteurs sur le poisson et son habitat et vise à développer des scénarios pour prédire le futur. Donc, brièvement, je vais vous parler des 2 projets en écotoxicologie qui ont cours actuellement, simplement pour vous donner les grands objectifs et vous encourager à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Donc, le premier projet, c'est celui qui est mené par Anthony Fontaine, candidat à la maîtrise. Il s'intéresse directement à l'impact des activités minières dans le nord du Québec sur le poisson et son habitat. Il a mené des activités de terrain à Fermont et à Shefferville en 2019. Il est présentement en train de terminer ses analyses de laboratoire et il prévoit terminer son mémoire cette année et publier ses données en 2021. Alors, les objectifs de son travail étaient d'examiner la bioaccumulation des métaux
dans les poissons et les invertébrés en aval des sites miniers Fermont et Shefferville, étudier les effets des métaux sur la santé du poisson en milieu nordique et estimer l'empreinte de contamination des mines du Nord. À cette fin, il a échantillonné des poissons, toutes les espèces de poissons qu'on trouvait dans les lacs autour des secteurs étudiés, c'est-à-dire le grand brochet, le meunier, des petits poissons comme le méné de lac et des salmonidés, en plus de ramasser des échantillons d'eau, d'invertébrés et de sédiments. Tout ça pour analyser au laboratoire avec des analyses qui vont permettre de déterminer la contamination et la santé des poissons. L'autre étudiante, c'est Mackenzie Martignouk. Elle est au doctorat. Elle a commencé aussi en 2019 à faire son terrain dans le secteur de Fermont-Shefferville. Elle s'intéresse aussi à la contamination minière, mais pour les salmonidés, et elle s'intéresse aussi particulièrement aux impacts combinés des changements climatiques et de l'activité minière sur les poissons du Nord. Donc, le titre de son projet, c'est l'évaluation de la vulnérabilité des salmonidés du Nord à la contamination métallique et les impacts combinés du stress métallique. Donc, ces objectifs sont entre autres de combler un manque de connaissances au niveau de la contamination par les métaux et l'exploitation minière sur les saumons ou les salmonidés, en fait, l'omble chevalier en particulier dans le nord du Québec, examiner les risques du réchauffement climatique anticipé pour ces mêmes poissons et aussi examiner les effets combinés des métaux et de la température sur la santé et les capacités de nage des poissons. Donc, elle travaille à Fermont et Shefferville et l'été prochain, elle devrait normalement être capable de retourner à Shefferville et aussi de poursuivre des études qu'elle avait déjà commencées en maîtrise à la baie Déception. Bien sûr, son projet de doctorat comporte des volets laboratoires où on va tester certaines hypothèses quant à la vulnérabilité des saumons, pas des saumons, mais des salmonidés dans le nord du Québec aux effets combinés des mines et de la température. Alors, à ce stade, je passe la parole à mon collègue Normand Bergeron. Donc, je vais essayer de vous présenter brièvement les trois autres projets de recherche de Miramar. Je vais commencer par le mien, qui porte sur les ponceaux routiers en milieu minier nordique et pour lequel je suis très enthousiaste, en fait. Donc, c'est un projet sur lequel travaillent deux étudiants, Alexandre Pirollet, un doctorant qui va couvrir l'ensemble du projet de recherche. Il y a aussi une candidate à la maîtrise, Sophie Larrivée-Larouche, qui va travailler plus spécifiquement sur une sous-partie du projet. Donc, les ponceaux, on sait que les ponceaux routiers peuvent comporter des problèmes pour les déplacements des poissons. Dans le sud, en tout cas, il y a plein d'études qui ont démontré ça. Je travaille beaucoup sur cette question-là dans le sud. On sait que les ponceaux, parfois, ont des vitesses de courant excessives qui sont liées au fait que la rugosité des ponceaux est moins grande. Il y a des chutes qui se développent à l'aval à cause de l'érosion en aval du lit. Les ponceaux peuvent se boucher par soit des sédiments, se déformer et ça pose des problèmes au déplacement des poissons qui ne peuvent plus atteindre des habitats qui sont très importants. Par contre, en milieu minier, on n'a aucune idée de quel est l'état de situation des ponceaux et encore plus en milieu nordique. Donc, la première partie du projet, c'est de faire un inventaire des ponceaux routiers sur deux sites miniers, un à Shefferville et à Baie-Déception, sur le site des mines de Raglan, et déterminer s'ils sont franchissables par les espèces présentes. Donc, on a des filtres qu'on peut appliquer sur les caractéristiques des ponceaux pour déterminer si telle espèce de tel âge altère réussit à passer. Donc, ça va être la première partie du projet. Ensuite, on va faire une étude en laboratoire parce qu'une des problématiques principales, c'est souvent que les vitesses de courant dans les ponceaux sont trop élevées pour les poissons pour être capables de les combattre. C'est comme si on faisait face à un mur devant nous, qu'on essayait d'escalader, mais les vitesses de courant sont trop importantes, donc c'est comme impossible à franchir. Par contre, l'idée de la deuxième partie du projet, c'est qu'on a réalisé que
un peu comme un mur d'escalade avec des poignées qui permettent aux personnes de monter un mur qui serait autrement infranchissable. Si on ajoute des petits obstacles sur le fond des ponceaux, ça pourrait permettre, ça fournit des abris qui pourraient permettre aux poissons de monter de franchir le ponceau, donc d'accéder aux habitats qui sont nécessaires. C'est une approche qui est assez, qui est très innovante, en fait, comparativement à ce qui a déjà été pensé comme méthode pour améliorer le franchissement des ponceaux. Donc, on installe un dispositif de 2 ponceaux expérimentaux dans lequel on va tester différentes configurations de taille, de forme, d'obstacles, de micro-obstacles qu'on va mettre sur le fond du lit parce que ce qu'on veut, c'est être capable de permettre aux poissons de monter, mais sans augmenter de façon trop importante la résistance à l'écoulement, qui diminue la capacité de transporter, d'évacuer les débits importants. Donc, on va, dans un deuxième temps, faire des travaux en laboratoire. On va voir comment on est capable d'améliorer le passage, entre autres, de l'ombre chevalier et du saumon atlantique en utilisant ces principes-là. Et ensuite, on va revenir à l'inventaire qu'on a fait de ponceaux pour proposer des solutions de restauration de ponceaux en contexte minier nordique, donc au site où on a fait l'inventaire. Le deuxième projet va être un sous-projet mené par Sophie Larrivée-Larouche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'elle va utiliser la modélisation hydrodynamique 3D pour tester différentes configurations de taille et de forme d'objets qu'on va mettre sur le lit du ponceau, sur le fond du ponceau, et aussi la configuration, quelle concentration on a besoin et quel effet ça a sur la résistance à l'écoulement, quel genre Parce que l'idée des abris, c'est comme vous voyez en bas, c'est que ça fait des zones de vitesse calme que les poissons peuvent aller se réfugier, se reposer et ensuite passer à l'obstacle suivant. OK, deuxième projet, c'est celui mené par mon collègue André Saint-Hilaire, qui porte sur le régime thermique des rivières en milieu nordique. Patrice a mentionné que la contamination par les métaux peut induire un stress qui, s'il est combiné avec un autre stress de l'autre source, comme le stress thermique, peut devenir très important ou avoir des impacts majeurs sur les poissons. Donc, ça va être le projet de Eisenhower Ricon Vergas, un étudiant au doctorat. Donc, le contexte, c'est que le réchauffement du climat présente des risques importants pour le régime thermique des écosystèmes aquatiques nordiques. On sait qu'il y a des espèces, comme par exemple l'ombre chevalier, qui sont extrêmement bien adaptées au milieu très froid nordique et qui sont très sujets à des stress thermiques, comme on en voit de plus en plus souvent. Donc, il y a vraiment une très grande importance à comprendre comment le régime thermique des rivières va changer. Pour qu'on soit capable de mieux apprécier comment ça va affecter l'ombre chevalier et aussi comment ça va possiblement favoriser la distribution du saumon atlantique qui devrait profiter, lui, de ce réchauffement du climat pour se distribuer davantage. Mais en premier lieu, il faut mieux comprendre comment ça se passe. Donc, dans un premier temps, le projet vise à créer une base de données commune sur la température de l'eau des rivières du nord du Québec. C'est des données qu'on va intégrer au réseau RIFTEMP que André et moi, on dirige, qui est un réseau de thermographes, de données de température existantes et qui sont en train d'être accumulées. Pour ça, il y a évidemment des thermographes. On va faire une conciliation de thermographes qu'on a nous installés, certains que le ministère, le MFFP installe, et donc différentes sources de thermographes qu'on va mettre ensemble. On va aussi utiliser l'imagerie satellitaire thermique pour être capable de créer des séries à long terme de température de l'eau en étudiant les images. Et les séries historiques d'images. Deuxièmement, Eisenhower va utiliser le modèle SECO pour caler le modèle SECO sur le bassin versant de la rivière Mélèze, où il va simuler les débits et la température de l'eau. Donc, c'est des capacités que le modèle SECO a. Ce que ça permet, c'est qu'une fois le modèle est calé pour les conditions actuelles, on va être capable d'appliquer des scénarios de changement climatique pour prédire comment ça devrait changer dans le temps selon certains horizons, selon certains scénarios. Et ça va nous permettre de voir
quelle est la fréquence, la durée des dépassements de certains seuils de température qui font que, par exemple, pour certaines espèces de poissons, ça devient dommageable, entre autres pour l'omble chevalier. Le quatrième projet porte plutôt sur les eaux souterraines. C'est mené par Jasmin Raymond, étudiant au doctorat Milad Fakri qui l'étudie, qui effectue le projet. Si la température de l'air affecte le régime thermique des rivières, les écoulements souterrains ont aussi un impact très important sur le bilan thermique. Et en gros, le projet vise à faire une simulation, une modélisation 3D des écoulements en milieu nordique en présence et absence de... J'avais mis mon... Donc, je sais que je dois terminer bientôt. En présence de pergélisol pour mieux comprendre comment la fonte du pergélisol pourrait affecter cette contribution des eaux souterraines-là au bilan thermique et aussi permettre de modéliser le mouvement de contaminants potentiels à travers les eaux souterraines. Donc, vous voyez ici l'exemple de modélisation 3D que l'équipe de Jasmin va effectuer. C'est une modélisation qui a été effectuée dans un premier temps sur la rivière Sainte-Marguerite, mais il y a aussi des travaux qui sont effectués dans le nord, en milieu de pergélisol, pour simuler les contributions en eau souterraine. Donc, c'est un petit avant-goût des différentes composantes du projet. On veut remercier les différents partenaires, tous les partenaires. Évidemment, le Fonds de dommages en environnement qui a été l'organisme financier principal, mais tous nos organismes avec qui on travaille étroitement et sans qui ce ne serait pas possible de réaliser le projet.